Bonsoir à tous. Merci Emmanuel pour cette introduction. Je vais essayer d'être à la hauteur, mais je garantis rien. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, quoique fortement impressionnée et un peu stressée. Vous avez choisi de nous offrir ce prix et je vous en remercie du fond du cœur. Je suis à la fois fière de le recevoir et fière que le travail et l'engagement de cette fabuleuse équipe d'Amadiem soient reconnus. Et pourtant, Amadiem ne prône pas quelque chose de particulièrement bizarre ou d'excentrique. Aucune idée de génie. Mais seulement un appel à notre bon sens et un rappel que chaque être humain, même malade, reste une personne à part entière. Malheureusement, pour continuer à regarder la personne malgré la maladie, il nous faut parfois changer nos habitudes et nos façons de voir. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Blandine, 38 ans. Je suis mariée à un type super, Xavier, qui est là aujourd'hui, et l'heureuse maman de 3 enfants, de 11 et 8 ans. Et même si ce n'est pas très correct de le clamer, je suis très heureuse. Je suis aussi la fille de mon papa, Daniel, qui a 66 ans, et qui depuis 9 ans se bat contre ce qui a d'abord été diagnostiqué comme une maladie apparentée Alzheimer et qui a évolué vers un Alzheimer classique. Aujourd'hui, papa est en structure. Il ne parle plus, ne se nourrit plus seul et a perdu toute sa motricité. Papa est aujourd'hui totalement dépendant. Il y a 3 ans, on m'a annoncé qu'en digne fille de mon père, j'étais moi aussi atteinte de cette fameuse maladie apparentée Alzheimer. Et c'est sûr qu'avec Xavier, notre façon de voir la vie a changé. C'est évident que les difficultés existent pour nous aujourd'hui. Et avec ces nouvelles données, comment fait-on maintenant pour que notre vie reste sensée, même si ce que l'on traverse est totalement insensé? Alors, plutôt que de nous demander pourquoi nous, on s'est demandé pourquoi faire. C'est de ce pourquoi faire qu'est né Amadiem et son projet de maison. Et comment faire en sorte d'être fidèle à notre projet initial de vie ensemble? Comment faire pour que l'amour qui nous unit ne se dégrade pas face au poids de ma dépendance? Je sais combien cette maladie pèse sur un couple, sur les enfants, et c'est la raison pour laquelle, très rapidement, j'ai demandé quelles étaient les solutions de placement pour moi plus tard. Je souhaite que mes enfants et mon mari soient déchargés des contraintes matérielles liées à ma dépendance. Je veux qu'ils puissent vivre le plus librement possible, non enchaînés à moi et à ma maladie. Je souhaite tout faire pour que les relations à mes proches soient les plus apaisées possibles. Que l'amour qui nous lie aujourd'hui ne se perde pas dans la maladie. Et pour cela, je pense qu'il est nécessaire de les décharger du poids que représente la dépendance d'un proche à domicile, qui n'est pas à se soucier de m'habiller le matin ou de me laver, ou encore vérifier si j'ai les 2 mêmes chaussures aux pieds. Amadiem sera une maison où le rythme est adapté à mon nouveau rythme de vie, où je ne sois pas sans cesse bousculée par une réalité qui ne sera plus la mienne, avec un mari qui travaille, qui vit, avec une famille qui a des impératifs horaires. Bref, un rythme de vie que je ne serai plus apte à suivre sans être confrontée sans cesse à l'échec et à mes manques. Un endroit où les personnes qui m'entourent seront formées à mes difficultés, bienveillantes aux capacités qu'il me reste et à ma liberté. Voilà. Aujourd'hui, l'association Amadiem prône ce regard différent. Regardez la personne avant la maladie. Regardez tout ce qui nous reste plutôt que tout ce qui nous manque. Et faire en sorte que l'avenir nous permette de vivre sereinement dans un espace humain, non pas qui ressemble à une maison, mais qui soit une maison. Une maison qui permettra à la personne vulnérable d'évoluer à son rythme et à ses proches de venir chez elle pour que la relation
ainsi libéré des contingences matérielles, se trouve apaisé. Et pour qu'à l'amour ne succède pas l'épuisement puis la haine, mais bien qu'à l'amour succède la tendresse. Aujourd'hui, une personne atteinte par la maladie se retrouve dans un environnement clos, fermée par un digicode dont elle n'a pas le code, sans accès à l'extérieur. On décide pour elle de sa nourriture, on la lui sert à heure fixe, et on décide pour elle de son heure de sommeil. Parfois, on l'autorise à sortir, mais pour cela, elle aura parfois besoin de l'autorisation des médecins. Si la porte de sa chambre a claqué, alors elle est enfermée dans le couloir et dépend de la bonne compréhension du personnel pour lui rouvrir la porte de sa chambre. Pour éviter le déplacement intempestif d'objets, ses affaires, son linge, sont enfermés à clé dans un placard dont elle n'a pas l'accès. Pour peu que l'habillement prenne du temps, on demande à la famille de lui prévoir plutôt des joggings. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? À moi, oui. Cela me rappelle un pénitencier, où les personnes sont elles aussi gardées sous clé, avec un accès très limité à la liberté d'agir. Et cela m'interroge. Que vous a-t-on fait pour mériter une telle peine? En quoi représente-t-on un danger si grand pour la société qu'il faille nous garder sous clé? Je sais bien que si l'on en vient à accepter cet inacceptable, si l'on en vient à accepter que notre parent soit ainsi sous clé, c'est parce que l'on peut craindre qu'il ne se perde. Mais in fine, ne le prive-t-on pas de tous ses droits sous prétexte qu'il est différent et que l'on a des difficultés à le comprendre? Dès lors que vous êtes malade, votre vie se transforme en thérapie. Plus de cuisine, mais de la cuisinothérapie. Plus de musique, mais de la musicothérapie. Plus d'activité créative, mais de l'art-thérapie. Envie de caresser le chien, et vous voilà en train de faire de la zoothérapie. Que l'on soit bien clair, je n'ai absolument rien contre ces disciplines. Mais dès lors que l'on est malade, notre vie se transforme en thérapie. Et si on épluchait juste les légumes ensemble? Et si vous nous proposiez juste d'écouter de la musique ensemble? Pourquoi le fait que l'on soit malade nous enlève le droit à une vie normale? Soyez assurés que dans la maison Amadiem, on vivra tout simplement le plus normalement possible. Et c'est déjà tout un programme en soi. Pour le repas, chacun participera à la mesure de ses possibilités et de ses envies. Et les blouses blanches resteront au vestiaire, évitant ainsi de nous rappeler sans cesse que nous sommes malades. Je vous disais en introduction que Amadiem vous invite juste à changer le regard posé sur la maladie et sur la personne malade. Et pour cela, je vais m'appuyer sur un exemple. On parlait de l'église tout à l'heure. Récemment, je suis rentrée dans une église. Et contrairement à l'habitude, je ne me suis pas placée sur les bancs de l'allée centrale, mais sur les rangs de côté. Et là, j'ai pris conscience que la perspective était différente. Ainsi, cette femme de dos me donnait l'impression de prier. De côté, on s'aperçoit qu'elle prend des photos. Voilà, sans jugement de valeur, regardez différemment l'autre pour le rejoindre là où il est, et non là où l'on s'imagine qu'il soit. Changer son regard sur le monde, c'est peut-être juste s'asseoir à une autre place que celle que l'on a l'habitude d'occuper. Regardez les choses et les personnes différemment. Amadiem vous invite à changer de chaise. Changer le regard que l'on porte sur la personne malade. La regarder en tant que personne, tout simplement. Et l'accompagner là où elle est, et telle qu'elle est. Et l'accompagner à son rythme.
Actuellement, on n'est plus une personne, ni même une personne malade. On est un malade, on est un Alzheimer. Résultat, le regard des personnes est tronqué. Il est déjà influencé par les mots qu'ils utilisent pour me nommer. Ces mots me font disparaître. Et pourtant, si la maladie réduit mes capacités intellectuelles, si elle rend impossible pour moi la lecture d'un bon livre, si elle m'oblige aujourd'hui à me concentrer pour pouvoir vous parler ou comprendre ce que vous me dites, elle m'oblige aussi à grandir. La maladie m'oblige à trouver des solutions pour essayer de comprendre ce que l'on me dit, même lorsque les phrases qui m'arrivent n'ont plus de sens. Elle m'oblige à me concentrer sur ce que votre corps trahit dans ce que vous essayez de me dire. Elle m'oblige à être plus attentive à vos émotions pour pouvoir sans cesse m'y accorder. Sans cesse, j'essaye de faire un pas vers vous, d'être attentive à ce que vous émettez comme sentiment. Parfois, le ton d'une phrase, votre façon d'être trahit vos émotions. Et sachez que pour pouvoir être à vos côtés, je suis plus attentive à tout cela que je ne l'étais avant d'être malade. Pas le choix. Pour essayer de comprendre l'autre, je suis obligée de mobiliser tous les sens qui sont à ma disposition. Et je peux vous le dire, j'en fais des efforts pour me maintenir dans le monde. La maladie me force aussi à développer ma confiance en l'autre. Lorsque l'on entend Alzheimer, tout le monde, je crois, l'associe à des pertes de mémoire. Or, la perte de mémoire évoque des choses que tout un chacun connaît. Alors, on peut facilement penser que l'on comprend ce que l'autre vit. Après tout, cela arrive à tout le monde d'oublier quelque chose, non ? Effectivement. Lorsque j'oublie un mot, il arrive souvent que je sache qu'il existe, mais le mot m'échappe. Je l'ai oublié au sens classique du terme. C'est assez frustrant. Par contre, je suis aussi amenée à vivre des oublis d'un autre type. Des oublis qui n'ont rien de classique et qui transforment ma réalité, autant le dire tout de suite, je ne vis plus toujours dans votre réalité. Par exemple, pas plus tard que vendredi dernier, je suis allée à Decathlon réclamer une commande que je suis sûre d'avoir faite. Arrivée là-bas, ils m'ont assuré que je n'avais pas fait de commande. Et pourtant, je peux vous le dire, moi, j'en suis sûre, je l'ai passée cette commande. Je l'ai passée cette foutue commande, j'y suis allée. Que s'est-il donc réellement passé ? En fait, je suis perplexe, car je suis là confrontée à une différence entre ma réalité et celle des autres. Parfois, des objets apparaissent à la maison. D'où viennent-ils ? Comment sont-ils arrivés là ? L'instant d'avant, ils n'y étaient pas. L'instant d'après, si. Je fais alors appel à toute ma logique. Quelqu'un est-il passé ? D'où peut provenir cet objet ? Parfois, j'arrive à reconstruire un parcours hypothétique, tout à fait irréel pour moi, mais dont la logique me dit qu'il a dû se passer ainsi. Ce sont juste des exemples pour essayer de vous faire sentir la différence entre un simple oubli et une réalité différente. Pour moi, je n'ai pas oublié. Pour moi, je ne l'ai pas vécu. Cette réalité est différente. Elle ne me rend pas forcément moins heureuse au quotidien. Sauf quand je suis persuadée que tel ami ne me donne plus de nouvelles, alors qu'il vient de téléphoner. À moi alors d'apprendre à poser les questions. Et à vous d'accepter cette différence. L'accepter en ayant conscience de la confiance qu'il faut que j'ai en vous pour effectivement accepter
que si vous me dites avoir téléphoné, ce que vous avez téléphoné. Même si je n'en garde aucun souvenir, même si pour moi cela n'a pas existé. Imaginez la confiance qu'il faut en l'autre pour se dire « je déconne peut-être ». Je dois donc modifier l'image que j'ai des événements ou des choses. Lorsque je reproche à ma meilleure amie de ne pas m'avoir annoncé une bonne nouvelle et qu'elle me dit me l'avoir dit, je dois lui faire confiance et arrêter de me faire confiance. Perdre confiance en soi et gagner confiance en l'autre. Avouer que l'exercice n'est pas forcément immédiat. Surtout quand il s'agit de le faire pour tous et non pas uniquement avec sa meilleure amie. Si demain, on vous annonce que le ciel est vert à pois rouge, saurez-vous faire suffisamment confiance à l'autre pour le croire, même si pour vous le ciel est bleu? Ne pensez-vous pas que vous direz plusieurs fois que le ciel est bleu avant de finalement dire que oui, il est vert à pois rouge? Et qu'il vous sera compliqué de retenir une telle information en si forte contradiction avec votre réalité intérieure. Ne risquez-vous pas d'être amené dans ce cas à défendre avec force, voire avec agressivité, votre réalité intérieure pour garder votre cohérence? Perdre confiance en ma réalité au profit de la réalité de l'autre. Partir du postulat que je fais plus confiance à l'autre qu'à moi-même. Vous en conviendrez quand même, c'est un exercice difficile. J'espère que les personnes qui m'entourent, et d'une manière générale, que l'entourage des personnes touchées par une maladie d'Alzheimer ou apparentée mesurent la chance qu'elles ont, la confiance dont elles font l'objet, qu'elles prennent conscience de cet exercice que nous faisons et s'émerveillent de cette confiance plutôt que de se désoler d'avoir à répéter, redire et réexpliquer les choses. La solitude et la peur font aussi partie de ma réalité. La maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont des maladies neurodégénératives. À la différence d'une personne souffrant de troubles cognitifs, à l'issue par exemple d'un AVC, il s'agit pour moi d'une dégénérescence progressive. Cela signifie concrètement que j'ai ressenti mes premières difficultés bien avant que le diagnostic ne tombe et bien avant que mon entourage ne pense qu'il me faille consulter. Je vivais avec ces difficultés. Je me suis tout d'abord trouvé des excuses, la fatigue, le stress, la vie trépidante, un burn-out, bref, tout un tas d'excuses. Puis, j'ai appris à contourner ces difficultés, à mettre en place un certain nombre de béquilles pour continuer. Progressivement, Xavier s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Certaines familles qui sont touchées et que nous rencontrons avec Amadiem me disent « Il ne sait pas qu'il est malade. On ne veut pas lui donner le diagnostic, ce serait trop dur pour lui. » Ainsi, tout l'entourage est au courant. Ils en parlent tous entre eux, mais personne n'en parle au premier concerné. Je crois qu'il est important que chacun prenne conscience que la personne malade a une longueur d'avance sur tous, surtout au début. La maladie s'installe lentement et me laisse le temps de me rendre compte de ce qui m'arrive, d'en prendre la mesure, de comprendre les peurs de ceux qui m'entourent. Après, chacun est libre d'en parler ou pas. Mais la solitude de ceux que l'entourage veut protéger
en leur cachant la vérité, est immense. Et c'est aussi le combat d'Amadiem de rompre la solitude des personnes malades, notamment en libérant la parole autour de cette maladie et en les écoutant. La peur fait partie de notre vie. La peur de l'avenir, la peur de la perte de nos capacités intellectuelles que l'on voit diminuer. Ainsi, presque tous les malades jeunes avec qui j'ai été amenée à discuter, même ceux qui disaient ne pas être malades, m'avouaient souhaiter mettre fin à leur jour lorsque la maladie sera trop avancée. Et même avec un cerveau qui nous joue des tours, je peux vous dire que certains ont déjà bien potassé le sujet et font preuve de beaucoup d'imagination lorsqu'il s'agit de trouver une solution pour mourir. Je crois que c'est révélateur aussi de la façon dont est perçue la maladie d'Alzheimer et des peurs que provoque la perte des capacités intellectuelles et la modification profonde de notre personnalité. Mais voilà, mettre fin à mes jours avant que je ne sois plus moi-même. Aujourd'hui, même si j'ai changé, je suis toujours moi-même, enfin, je le crois. La question alors se pose, à partir de quand ne serai-je plus moi-même ? Demain, quand les différences de réalité seront plus importantes et plus nombreuses ? Après-demain, quand les mots ne me permettront plus de m'exprimer, qu'est-ce qui me définit au juste ? Mon papa est extrêmement dépendant. Il ne s'exprime plus, ne marche plus, ne bouge plus du tout. Depuis quelques semaines apparaissent les problèmes de déglutition. Et pourtant, il continue à m'apprendre des choses. Il m'apprend l'humilité, me fait découvrir une autre forme de tendresse. Il me fait prendre conscience que, même lorsque l'on pense que la dégénérescence est importante, il reste encore à l'homme du chemin à faire. Il m'apprend aussi que la perte de mes capacités intellectuelles, ce n'est pas si grave que cela, car il peut y avoir de belles choses à vivre et à transmettre tant que l'on est en vie. Il m'offre l'espoir qu'à mon tour, même réduite à la dépendance totale, même en l'absence de moyens de communication standards, je puisse aider mes enfants à grandir, à découvrir au fond d'eux des choses insoupçonnées. L'extrême dépendance, l'impuissance des gens qui souffrent et de ce que cela entraîne dans leur entourage dit quelque chose de l'amour. Du fond de son fauteuil, totalement immobile, alors même que je sais que c'est aussi comme cela que je risque d'évoluer, mon papa me fait grandir. Heureusement qu'il n'a pas mis fin à ses jours. Je ne sais pas comment j'aurais pu apprendre tout cela sans lui. Même si je sais qu'aimer, c'est aussi le laisser partir. C'est aussi pourquoi nous avons choisi d'intituler notre association Amadiem. Amadiem signifie « aime le jour ». Aime le jour avec et malgré la maladie. Pour donner un message fort aux personnes malades et à leurs familles. Leur faire savoir que l'on pense qu'une vie est possible avec la maladie, une vie digne et heureuse. En conclusion, Sainte Thérèse de Lisieux disait en substance que dans le désert intérieur règne une qualité de paix que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur terre, la paix des rois. Y a-t-il plus grand désert que là où la maladie m'emmène ? Dans tous les cas, je serai rassurée si effectivement ce désert intérieur m'apporte la paix des rois. En mettant tout en œuvre pour que la relation entre la personne et ses proches soit apaisée au quotidien, en prônant ce regard différent
qui force à regarder la personne avant la maladie. Amadiem espère aider dès aujourd'hui les personnes à trouver cette paix des rois, en étant assurées que quoi qu'il arrive, elles seront respectées et accompagnées dignement. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci au jury de nous avoir accordé en confiance ce prix Éthique et Société. Et je vous souhaite une belle soirée. Et je vous avais dit que c'était un grand moment. Et ça, on est vraiment dans le prix Pierre-Simon. Je veux dire, il est bien incarné par Blandine. Je le remercie véritablement. On va réécouter. J'ai discuté avec Roland Cher. C'est quasiment la leçon philosophique qu'elle nous a faite. Je vous demande encore de l'applaudir.